Remercier de votre présence pour cette table ronde thématique qui a pour objectif d'aborder les principales problématiques du monde de l'entreprise. Nous aborderons les difficultés et les enjeux rencontrés par les chefs d'entreprise ou cadres autour de trois grands axes principaux. L'innovation, le financement des investissements et développement des PME, PMI, TPE et enfin la sécurité. Les chefs d'entreprise doivent faire face à une pression fiscale de plus en plus intense, à la concurrence déloyale, à la multiplication des nombreuses charges administratives et à la complexité du Code du travail. Autre sujet qui sera développé pendant cette table ronde et pas des moindres, la sécurité. En effet, certains commerçants ne peuvent plus exercer leur profession sereinement car nous constatons la multiplication des braquages et plus globalement un phénomène que nous dénonçons, celui de la banalisation des fraudes et escroqueries qui menacent certains secteurs d'activité. Nous nous attacherons lors de cette table ronde à donner un mode d'emploi concret et cohérent pour relancer les entreprises afin qu'elles puissent être créatrices de richesses, de talents et d'emplois, car comme vous le savez, la relance de la croissance ne se fera que si nous mettons en œuvre un véritable programme de soutien en faveur des PME, PMI, TPE. À ce titre, nous avons l'honneur d'avoir à nos côtés Marine Le Pen, présidente du Front National, qui répondra aux préoccupations de ces acteurs incontournables de la vie économique du pays. Alors que François Hollande flirte avec les patrons du MEDEF, Marine Le Pen est parmi des acteurs de terrain, des artisans, des commerçants, des chefs d'entreprise de PME, PMI. Avant de passer à la session des questions-réponses, permettez-moi d'avoir une attention toute particulière et de remercier chaleureusement Michel Fessler, président directeur général de l'entreprise dans laquelle nous organisons cette table ronde. Quoi de plus emblématique et symbolique pour cette table ronde que de l'organiser dans le cœur même d'une entreprise. Notre table ronde permettra d'avoir des témoignages de ce que vivent concrètement les chefs d'entreprise au quotidien, qui sont des acteurs indispensables pour relever les défis de la croissance économique, relancer le dynamisme et la compétitivité des entreprises. Ainsi, je me tourne vers le premier chef d'entreprise à ma droite pour débuter cette rencontre. Guy Zard, vous êtes président de Get Innovation, société française orientée sur les nouvelles technologies de traitement de déchets organiques. Votre entreprise est reconnue pour son innovation technologique. Défenseur du Made in France, vous avez décidé de fabriquer l'ensemble de vos machines à Saintes, en Charente-Maritime, et vous ambitionnez de développer votre activité sur l'ensemble de l'Europe. Vous souhaitez interroger Marine Le Pen sur le thème de l'innovation, moteur de la croissance, de la compétitivité et de l'emploi ancré sur notre territoire. Je vous laisse la parole. Merci. Bonjour Madame Le Pen. Ma question est assez courte, et c'est qu'en occupant des fonctions importantes en France, nous aimerions savoir quelles mesures avez-vous envisagé de prendre pour les sociétés innovantes qui ont la volonté de produire en France? Et avez-vous prévu des accompagnements économiques significatifs, tant sur le plan de la recherche que sur le plan du développement commercial, ces deux éléments étant naturellement liés? Bon, d'abord, je vous tiendrai un discours que j'entends bien souvent, mais quand un responsable politique fait un discours, encore faut-il qu'effectivement derrière il y ait des actes. Tout le monde considère que l'innovation est un atout majeur de la France, et c'est vrai, c'est incontestablement vrai, même si elle n'est pas traitée à sa juste mesure. Alors, c'est vrai que Bercy s'enorgueillit de toute une jungle de dispositifs dont la seule chose qui est sûre, c'est que ça coûte très cher, puisque le crédit impôt recherche à lui seul coûterait entre 5,5, je crois, et 6,2 milliards d'euros en 2014. Bon. C'est une estimation de la Cour des comptes. Pour autant, le bon emploi de ces sommes est une véritable question, et à mon avis, ce bon emploi doit être remis en cause. Parce qu'une part significative des aides qui sont allouées sont d'abord captées par les cabinets de conseil qui instruisent la demande pour le compte des entreprises. Et de même, les grandes entreprises n'ont eu de cesse de profiter de l'évolution de ces aides, alors que les PME, PMI, manifestement, ont les plus grandes difficultés pour pouvoir accéder à ces dispositifs censés pourtant soutenir l'innovation, et alors même que l'on sait, et ça on le sait par les chiffres, que l'innovation est de manière très majoritaire issue justement des PME, PMI.
et parfois d'ailleurs, mais ça on aura peut-être l'occasion d'en dire deux mots, parfois même pillées par les grandes entreprises, sans que l'on mette des dispositifs pour pouvoir protéger ce que j'appelle l'intelligence. Donc j'ai pris quand même, avant de venir, quelques chiffres parce qu'ils me paraissent intéressants d'être rappelés. De 2007 à 2011, pour le CIR, la créance moyenne des entreprises de moins de 250 salariés a augmenté de 40%, alors qu'elle a augmenté de 130% pour les entreprises de plus que de 5000 salariés. Or, moi, qui suis une responsable politique, comme tous les autres responsables politiques, on devrait évidemment s'attacher à ce chiffre, parce qu'on ne peut pas d'un côté dire que ce sont les PME, PMI qui créent de l'emploi en France, et en même temps, à chaque fois qu'on met en œuvre un dispositif, faire mine de ne pas voir que ce dispositif n'est mis à disposition, en réalité, bien souvent, que des grands groupes. Alors, parallèlement à ça, j'ai entendu Bercy expliquer qu'il allait attirer en France, mettre en place des dispositifs, parce que c'était le moyen d'attirer en France la recherche des entreprises étrangères. Bon, je reste sceptique sur ce sujet. Moi, j'aimerais bien qu'on se concentre sur les entreprises françaises, parce que je ne crois pas, objectivement, que nos impôts doivent servir à financer une recherche qui générera peu d'impôts en France, voire d'ailleurs qui en détruira en soutenant des entreprises étrangères. Donc je pense qu'il faut absolument assortir l'octroi d'aide en faveur de l'innovation d'une obligation de créer des emplois en France. C'est déjà, à mon sens, une première condition. Et moi, je propose la modulation du CIR par rapport à la taille des entreprises en faveur des PME. C'était déjà dans mon programme présidentiel. Et évidemment, je réitère cette proposition. Ce sont d'ailleurs les PME qui en ont le plus besoin. Donc, comme bien souvent, ce sont les entreprises qui ont le moins besoin d'aide qui sont le plus souvent aidées, et celles qui ont le plus besoin d'aide qui sont le moins souvent aidées. Et je pense que le CIR pourrait être élargi aux études liées à la mise en production en France d'innovation de PME. Et puis parce que la carotte et le bâton, il faut que ça fonctionne ensemble. Je suis désolée d'être obligée de le rappeler, mais je pense qu'il faut un dispositif pour sanctionner les comportements opportunistes. Je veux dire, on ne peut pas en même temps bénéficier des mannes de l'État pour la recherche et délocaliser sans vergogne. Hein. Quand une entreprise bénéficie d'aide à l'innovation, il faut qu'elle s'engage à ne pas opérer de délocalisation, parce que sinon, moi, l'investissement que je fais avec l'argent des contribuables, eh bien, je ne sers pas les contribuables. Donc il faut une logique. Et puis il y a un autre aspect dans l'innovation, c'est tout l'aspect commercial. Et ça, c'est vrai que sur le plan commercial, en période de guerre économique, l'ensemble des entreprises françaises doivent évidemment faire front. Et je pense qu'il est du devoir des grandes entreprises françaises de faciliter la projection commerciale des PME à l'étranger. Moi, je sais un peu comment ça se passe, par exemple, en Allemagne. En Allemagne, l'État fait des efforts tout particuliers pour aider justement les petites entreprises chez eux. Les petites entreprises sont plus grosses que chez nous. Mais ça, c'est parce que c'est leur identité économique qui est un peu différente de la nôtre. Mais il y a des aides, des dispositifs de portage des PME à l'étranger, des PME allemandes à l'étranger, qui n'est pas du tout mis en place en France. Et ça, ce serait évidemment relativement simple de pouvoir le faire. D'ailleurs, concernant l'aide des grandes entreprises aux petites entreprises, on aura l'occasion probablement de parler tout à l'heure une des dispositions que j'avais proposées lors des élections présidentielles, qui était la réserve spéciale de réindustrialisation. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Donc, si vous voulez, moi je crois que le rôle d'arbitre de l'État, c'est de veiller à ce que l'intérêt de la petite entreprise soit préservé. Et la France, elle doit pouvoir faire profiter ses PME de la mine de renseignements qu'elle collecte via le réseau UbiFrance. Ça, c'est quelque chose sur lequel je suis à laquelle je suis très attachée, parce que par exemple, UbiFrance pourrait aider à déterminer pour chaque société les marchés internationaux les plus prometteurs. L'objectif, c'est que l'État mette à disposition ses moyens, évidemment, à l'égard des entreprises. Donc, donner à l'innovation les moyens nécessaires tant en termes d'accompagnement financier en phase de recherche et développement qu'en termes d'accompagnement sur la commercialisation et le développement. Redonner à la France sa place pionnière en matière d'innovation et faire cesser la fuite des cerveaux à l'étranger. Parce que c'est bien gentil de vouloir faire de la recherche et de l'innovation, mais si l'ensemble des cerveaux qui sortent de notre enseignement partent pour exercer à l'étranger, il est sûr que les entreprises se retrouvent avec un déficit de capital humain. Donc ça, c'est aussi, à mon avis, un vrai sujet. Favoriser, donc repenser même le système d'accompagnement
notamment le crédit impôt recherche, en favorisant les entrepreneurs individuels à même d'innover, en soutenant par des prêts à taux zéro les investissements nécessaires. Ça, nous aurons également l'occasion de parler du rôle des banques et de la manière dont l'État doit intervenir pour que les banques puissent aider l'économie réelle. Ça me paraît être également un élément essentiel. Je pense qu'il faut repenser les voyages. Ça a l'air un peu anecdotique, mais ça ne l'est pas. Repenser les voyages des chefs d'entreprise lors des visites officielles à l'étranger. Parce que vous voyez bien qu'à chaque fois que le président de la République, les ministres partent à l'étranger, ils sont toujours avec les mêmes patrons des entreprises, des grandes entreprises françaises, des entreprises du CAC 40, donc souvent les entreprises qui n'ont pas besoin d'être dans l'avion ministériel ou dans l'avion présidentiel pour pouvoir trouver des débouchés. Et alors que les TPE et les PME, elles, en règle générale, elles doivent s'acquitter des frais de voyage et d'hébergement, alors que par définition, leurs moyens financiers sont bien inférieurs à ceux des grandes entreprises et parfois même insupportables financièrement à assumer pour elles. Je suis allé regarder d'ailleurs sur votre site internet, j'ai trouvé que véritablement ce que vous faisiez, d'abord parce que la problématique des déchets c'est la problématique du XXIe siècle, nous le savons, ça ce sont vraiment des éléments qui à mon avis sont extrêmement porteurs. C'est vrai aussi pour les affaires, les domaines de traitement de l'eau, les affaires de désalinisation, etc. Je crois que là, pour le coup, vraiment, on est sur des entreprises qui ont la capacité d'aller extrêmement loin grâce à ces innovations. Et puis ça correspond à quelque chose qui me tient à cœur, c'est ce que j'ai appelé l'économie circulaire. Hein, vous savez, l'économie circulaire, produire au plus près, retraiter sur place, je pense que c'est ça la vraie écologie, et que quand on parle d'écologie, tout en défendant, je veux dire, cette espèce de mondialisation devenue complètement folle, qui vise à aller consommer des produits qu'on a fabriqués à 25 000 km, j'ai du mal à comprendre la logique. Moi, c'est vrai que cette économie circulaire, je pense que c'est la seule qui s'inscrit véritablement dans ce qu'on appelle le développement durable, même si un terme a été dévoyé, parce qu'il est utilisé à toutes les sauces pour essayer d'obtenir des subventions parfois non méritées, mais il y a des entreprises qui effectivement méritent cette aide. Et puis, j'ai mené une réflexion sans être pour avoir abouti complètement sur la méthode, mais je pense que poser le diagnostic, c'est déjà bien souvent répondre à plus de 75% de la question. C'est le problème du rachat des brevets par les grandes entreprises dans le but de les geler. Ça, c'est un problème récurrent dont personne ne parle et qui est pourtant une vraie réalité. Il y a énormément de brevets, énormément d'innovations qui sont achetées par des grandes boîtes et qui sont mis dans des placards à double tour. Et ils en deviennent propriétaires, non pas pour les développer, mais ils en deviennent propriétaires pour pouvoir persister dans une activité qui est la leur et qui pourrait éventuellement être mise en danger par une innovation qui sortent des PME, des PMI. Donc je pense qu'il faut être conscient de cette situation pour pouvoir envisager, je ne sais pas, peut-être le fait que lorsque un brevet qui a été acheté par une entreprise eh bien, n'est pas développé dans les 5 années qui suivent ou même 10 années qui suivent, ça peut faire l'objet d'une discussion, eh bien, il revient à son premier propriétaire. Parce que sinon, eh bien, les consommateurs, les employés, les entreprises, eh bien, mettent leur intelligence au bénéfice de rien, d'une poubelle ou d'un placard à balai, ce qui est très, je crois, dommageable pour notre économie. Donc ça, c'est un sujet sur lequel je discute avec le Cercle Cardinal, qui est le cercle d'entrepreneurs qui s'est constitué autour du Rassemblement Bleu Marine et qui réfléchit à l'ensemble des questions qui touchent l'entreprise. Alors, deuxième intervenant, Michel Fessler, vous êtes un chef d'entreprise que l'on peut qualifier d'autodidacte. Vous vous êtes formé sur le terrain en tant que salarié en métallurgie de 14 ans à 18 ans. Vous avez ensuite été directeur général de filières importantes dans le secteur d'activité de transport frigorifique, puis président mandataire au sein d'un groupe d'envergure de fruits et légumes pendant 4 ans. Vous avez notamment géré un grand groupe pendant 6 ans, 280 personnes, et aujourd'hui vous êtes PDG d'une entreprise presse-distribution, entreprise de 50 personnes dans le secteur de l'organisation de transport et de mise à disposition de véhicules avec chauffeur.
Vous aimeriez aborder les problématiques liées à la lourdeur administrative qui pénalise et qui freine la compétitivité des PME, PMI, TPE. Et de plus, vous évoquerez également l'image du chef d'entreprise en France. Oui, effectivement, je suis chef d'entreprise à mon compte depuis une vingtaine d'années Pardon. Et l'effectif actuellement moyen de mes sociétés est de 45-50 personnes. Ce que j'arrive pas à comprendre, et si vous pouvez m'éclairer sur un point qui est très fort en termes de, je dirais, d'image publique par rapport aux PME et PMI, c'est tout simplement savoir si demain vous seriez à la présidence de la République, si vous accepteriez d'être entouré de gens pragmatiques, et pour moi des gens pragmatiques dans le domaine économique et professionnel, ça passe uniquement par des gens qui ont de l'expérience, des gens qui connaissent le terrain, des gens qui savent de quoi ils parlent. J'ai deux exemples que je dirais soit, enfin le premier exemple qui est un exemple de gaspillage, et le deuxième exemple qui est un exemple, je dirais, de flou artistique. Le gaspillage, je pense à l'écotaxe. L'écotaxe, ça a été mené par la droite il y a quelques années en arrière. J'imagine pas, vous devez avoir les chiffres, mais l'argent que ça a pu coûter pour installer sur les routes et autoroutes tous ces systèmes, je dirais, de connexion. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas, indépendamment du fait qu'on a accepté qu'on en casse, alors que ça coûte, je dirais, des milliers d'euros, et qu'aujourd'hui, on ne sait toujours pas ce qui va se passer par rapport à l'écotaxe. Et même si cette écotaxe devait être mise en place, on a trouvé le moyen de considérer que c'était les transporteurs qui devaient payer. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand les... Je ne voudrais pas parler ce soir de l'écotaxe, mais qu'est-ce qui va se passer quand les camions vont rouler à vide et qui vont être flashés? Enfin, c'est uniquement des technocrates qui ont pris ce sujet-là en gestion, et je ne sais pas encore, je dirais, ce qui va devenir de l'écotaxe. Le deuxième point, c'est l'allègement ou la suppression de notre gouvernement actuel des charges sociales. Est-ce que ces charges sociales vont venir en substitution du CICE? Est-ce qu'ils vont venir en complément? Ça me fait penser aux 35 heures quand j'étais jeune chef d'entreprise. Le nombre d'entreprises qui ont bénéficié d'aides, je dirais, de l'État en embauchant du personnel, et quelques semaines, quelques mois après, débauché, parce qu'ils avaient rempli les papiers étant remplis, ils bénéficiaient de ces aides, et ensuite, bien évidemment, ils faisaient en sorte de gérer leur entreprise pour que ça génère du résultat. Voilà, donc c'est un peu, alors sans compter, je dirais, enfin, un chef d'entreprise aujourd'hui qui n'a pas de relations, qui veut se mettre à son compte, des relations professionnelles, entouré de cabinets comptables, entouré de fiscalistes, qui n'a pas un peu d'argent, même s'il est sur un secteur d'activité porteur, je vous assure qu'il ne peut pas s'en sortir. C'est pas possible tellement la charge est lourde. Et effectivement, j'en finirai par rapport à l'allocution d'Audrey sur le fait de considérer que, très franchement, je trouve que dans notre pays, la réussite est quelque chose qui est montré du doigt. Et quand ça va bien, quelque part on nous considère soit comme des escrocs, soit comme des gens qui ont pu hériter et qui ont pu vivre pleinement, je dirais, du passé. Et quand ça marche pas, alors on est aussi montré du doigt, mais on est des incapables, on est des vulgaires, je dirais, mauvais gestionnaires. Voilà, donc c'est sur ces points-là que je voudrais vous entendre, Marine Le Pen. Beaucoup de sujets, évidemment, extrêmement importants. D'abord, c'est vrai que la simplification, c'est l'Arlésienne. Hein. On en parle beaucoup, on ne la voit jamais. Et c'est vrai que la complexité qui est imposée aux entreprises, et notamment aux PME et PMI, est un vrai scandale de la France. Un des vrais scandales de la France. D'autant plus qu'il est évident que c'est une rupture de concurrence entre les grandes entreprises et les entreprises petites ou moyennes. Parce que le niveau qui doit être accordé à la gestion du paplard,
dans les petites entreprises ou les moyennes entreprises est évidemment considérablement supérieur que dans une grande entreprise qui a les moyens évidemment d'avoir des juristes, des comptables, des ceci, de cela. Bon. Alors moi je rappelle quand même que les entreprises doivent en moyenne fournir 3000 informations par an à l'administration. 3000 informations par an. Bon. Que l'objet social d'une entreprise, ça n'est pas d'affecter des ressources à la gestion de l'administration. Que par conséquent, ça crée de grandes difficultés pour les TPE, pour les PME, pour les PMI, etc. L'administration réclame parfois jusqu'à 13 fois le même document à des entreprises. Non, mais ça c'est la réalité, c'est le quotidien de ce que vivent quand même les entreprises. On comprend pourquoi elles considèrent ça comme insupportable, d'autant que ça coûte énormément d'argent. Parce que ça coûte plusieurs dizaines de milliards d'euros, cette lourdeur administrative. Je n'ai pas fait moi-même le calcul, c'est l'OCDE qui estimait récemment ce coût à plus de 2,5% de PIB. C'est considérable. Bon. Et à mon avis, c'est peut-être même sous-calculé. Bon. Donc voilà, il faut mener réellement ce que nous appelons la grande réforme de simplification des entreprises. Alors, on a des modèles. Moi, je veux dire, je ne prends pas souvent modèle sur les Américains, parce que je considère qu'il y a des tas de choses qu'il ne fallait surtout pas importer. C'est en général, d'ailleurs, ce que la France importe le plus rapidement. Bon. Quand c'est pas bon, que ça ne marche pas, et on le retrouve en France. Mais quand ça marche, on ne le retrouve pas en France. Il y a une chose qui marche très bien aux États-Unis, c'est le Small Business Administration. Voilà. C'est-à-dire le guichet unique. Il y a un guichet unique pour tout. La TVA, la fiscalité, le droit des salariés. Vous n'allez pas à 20 administrations différentes. Quand vous êtes une petite entreprise, une moyenne entreprise, vous allez à un guichet. Ça, c'est évidemment beaucoup plus facile et c'est une grande simplification. Cette simplification, elle a été promise, elle n'a pas eu lieu. Nicolas Sarkozy, vous souvenez-vous, avait dit, pour un texte voté, 2 textes supprimés. Bon, évidemment, ça n'a jamais été le cas et on a empilé les textes de plus en plus complexes, avec évidemment derrière une responsabilité aussi de chef d'entreprise. Et parfois une responsabilité pénale qui détourne beaucoup de Français du fait de devenir chef d'entreprise, puisqu'ils disent oh là là, mais alors il faut être en même temps, il faut avoir fait HEC, avoir fait ceci, avoir fait cela, être expert comptable pour être chef d'entreprise. Ben moi je veux pas, j'ai peur, j'ai pas envie de me retrouver devant le tribunal correctionnel. Donc il y a absolument des moyens pour régler le problème de cette complexification. D'abord un guichet unique, et deuxièmement, moi j'ai engagé, là encore, avec le cercle cardinal, une réflexion pour les petites et les moyennes entreprises, sur la base, après tout, pourquoi pas, du chèque emploi-service. Parce que voilà quelque chose qui a marché. Le chèque emploi-service qui fait que c'est l'administration qui s'occupe et que l'entreprise n'a qu'à faire le chèque qui est dû aux salariés, le salaire net, et c'est l'administration qui s'occupe du paplard. Comme ça, au moins, s'ils complexifient la situation, c'est eux qui en sont les victimes. Et bien voilà quelque chose qui pourrait beaucoup faciliter et fluidifier d'ailleurs l'embauche de salariés, parce que croyez-moi que si, par exemple, les particuliers devaient remplir des fiches de salaire, devaient faire appel à des comptables, il est évident que personne ne le ferait. Il n'y a pas de raison, et en tout cas, il est parfaitement possible d'envisager, en dessous d'un certain seuil, au-dessus, les entreprises ont de toute façon des comptables, des juristes qui peuvent s'en charger. Mais en dessous d'un certain seuil, il est parfaitement possible d'envisager cette simplification considérable de tout ce qui concerne déjà cet aspect peut-être salarial, avec le guichet unique réservé aux petites et aux moyennes entreprises. À mon avis, il y aurait évidemment une simplification déjà très importante. Et puis, nous avons également, dans le projet de la présidentielle, envisagé une simplification fiscale, car la fiscalité est un des autres sujets très complexes pour les entreprises, et notamment un nettoyage, parce que là encore, les impôts s'empilent, parfois d'ailleurs pour des résultats qui sont dérisoires, c'est-à-dire que ce sont des impôts qui, pour certains, coûtent plus d'argent à aller chercher à recouvrer que ce qu'ils rapportent. Mais c'est un chantier, il faut l'engager, il faut le mener, il en va évidemment, entre autres, de la compétitivité
de nos entreprises. Sur l'image des chefs d'entreprise, vous avez raison, bien sûr, tout le monde s'en rend compte que les chefs d'entreprise n'ont pas l'image qu'ils devraient avoir, ne sont pas appréciés à leur juste valeur. En même temps, tout ce discours est très contradictoire, encore une fois, entre ce qui est dit et ce qui est fait. On nous explique en permanence que les PME, PMI sont celles qui créent l'emploi, mais on ne fait rien pour leur faciliter la vie. On est toujours penché, et ça c'est une dérive de la vie politique française, et je le dis clairement, je pense de la part de l'UMP et du PS, comme on a pu le remarquer, ils sont fascinés par les grandes entreprises. Ils ont, pour les grandes entreprises, les yeux de Chine. Voilà, c'est comme ça. Ils les emmènent en voyage. C'est les grandes entreprises qui sont convoquées pour discuter des entreprises, alors qu'on sait qu'elles n'ont pas les mêmes problématiques qu'ont les PME, les TPE, les PMI. Et cette collusion, elle a fini par avoir des conséquences. Parce que maintenant, les Français jugent les patrons en fonction de l'image qu'ils ont, c'est-à-dire l'image des grands patrons. Or, moi, je tiens, et je le dis très clairement ici, qu'il y a une différence absolument spectaculaire entre ce que j'appelle le vrai patron et ce que j'appelle le patron commis. Le patron commis, c'est celui qui est nommé ou coopté, qui sort des grandes écoles, qui ne connaît pas ses salariés, qui fait des licenciements boursiers parce qu'il est sous la pression de ses actionnaires et que, ben voilà, d'un trait de plume, il raye 100, 200, 2000 personnes sous la pression financière des actionnaires, qui, d'ailleurs, si l'entreprise est en défaillance, eh bien, on ne vient jamais chercher sa responsabilité, et en général, il part avec un parachute doré, et avec je ne sais quels autres avantages, qui ne sont d'ailleurs pas du tout liés à la manière dont il a géré l'entreprise. Et le vrai patron, ça n'a strictement rien à voir. C'est un autre monde, c'est une autre planète que celle-là. C'est une autre planète. Je veux dire, le vrai patron, il met son argent personnel, il bosse autant et bien souvent largement plus que ses salariés. Il n'est pas toujours payé plus parce que les mois où ben, l'entreprise va mal, il prend sur sa propre rémunération. Il subit l'opprobre quand son entreprise ne fonctionne pas. Et il y perd son argent et il hypothèque ses biens personnels et quand il réussit, il se fait insulter. Non mais je veux dire, il y a un vrai problème d'amalgame entre les patrons commis et les vrais patrons. Et à un moment donné, il y a une responsabilité aussi des vrais patrons. Je suis obligé de le dire, et je le dis avec une immense franchise. Il y a une responsabilité parce qu'à un moment donné, ce sont les vrais patrons qui doivent condamner les patrons commis. Quand il y a des patrons prédateurs, quand il y a des patrons qui se tiennent mal, et il y en a des patrons qui se tiennent mal, eh bien il faut que ce soit les vrais patrons qui soient les premiers à dire « ça, c'est pas supportable ». Parce que si les vrais patrons ne disent rien, alors les Français sont fondés à se dire « bon, ben, les patrons, ils se défendent les uns les autres ». Il y a une sorte de solidarité naturelle. Et c'est pas toujours complètement faux. Moi, quand je vois la responsabilité aussi des syndicats, peut-être. Les syndicats, ils devraient aussi monter au créneau quand il y a des comportements qui sont inadmissibles. Or, on a l'impression qu'ils sont gênés, qu'ils n'osent pas. Je ne parle pas du MEDEF. Le MEDEF, il ne va pas aller accuser ou émettre des critiques à l'égard des patrons commis. Bon, c'est leur client. Mais les autres, ils devraient prendre la parole. Ils devraient monter au créneau pour dire, mais ça, c'est pas des vrais entrepreneurs. Ça, ce sont des faux entrepreneurs. Et ces comportements sont inadmissibles. Mais il y a une sorte de pudeur et qui fait que, eh bien, les vrais patrons et les syndicats qui les représentent n'osent pas se démarquer clairement de ce type de comportement. Et je pense qu'il va falloir le faire. Parce que ça contribuera à ce que les Français comprennent qu'on parle de deux planètes différentes. Et qu'il est hors de question que les vrais patrons subissent les conséquences de l'image déplorable qui découle du comportement de certains patrons commis. Voilà, il y a une vraie démarche maintenant proactive à faire, pas seulement passive par rapport à l'image de l'entreprise ou par rapport à l'image de l'entrepreneur. Il y a une vraie démarche à faire, et cette démarche, si elle doit passer à un moment donné par une rupture de discours
entre les PME, les TPE, les PMI et les grands groupes, alors il faudra passer par cette rupture de discours parce qu'il faudra exiger aussi des mesures différenciées. Parce qu'à chaque fois, encore une fois, qu'on met en place... prenons, vous parlez du pacte de responsabilité. On va en parler, tiens. Oui, on va faire 30 milliards, etc. On va supprimer les allocations familiales, 3 petits points, en contrepartie d'emploi. Mais qui est capable de faire ça? À qui ça s'adresse? Ça s'adresse aux grands groupes. Ça ne s'adresse pas à une TPE. On ne va pas lui dire, bon, écoutez, voilà, vous avez 500, vous allez gagner 500 € par mois, maintenant, il faut que vous embauchiez un type à 2000. C'est pas possible, enfin, on se rend bien compte que c'est pas possible. Alors, on dit par branche, moi j'attends de voir comment d'ailleurs les choses vont se dérouler. Bon. Donc évidemment, c'est une mesure qui est à destination des grands groupes. Et absolument pas, à mon sens, hein, que les PME, les PMI, les TPE verront que de très loin. Autre chose, moi je rappelle quand même souvent quelque chose qu'il faut rappeler. Il n'y a pas de baisse des charges s'il n'y a pas de croissance. Elle est là la réalité. Il n'y a pas de baisse des charges s'il n'y a pas d'emploi. Parce que l'augmentation du chômage entraîne une augmentation des charges qui pèsent sur les entreprises. Donc, essayez de nous vendre qu'on va pouvoir relancer la compétitivité des entreprises par la politique de l'offre. S'il n'y a pas de demande, ben moi je ne sais pas faire. Voilà. Moi je ne suis pas Merlin l'Enchanteur. En suscitant l'offre, je ne sais pas susciter la demande. Ce n'est pas vrai. Oh, ça peut être vrai pour une toute petite partie. Mais tant qu'on assistera à un chômage de masse, tant qu'on ne mettra pas en place les grandes mesures macroéconomiques pour lutter contre le chômage de masse, tant qu'on n'agira pas au niveau de la compétitivité, et notamment au niveau de notre monnaie, eh bien, on ne retrouvera pas les marges de compétitivité qui sont nécessaires. Voilà, ça paraît être une évidence, et c'est pour ça que j'avais proposé, moi, pendant la campagne présidentielle, les 200 € de la prise en charge par l'État de 200 € de cotisation sociale salariale sur les salaires jusqu'à 1,4 fois le SMIC. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas qu'une baisse des charges puisse peser sur l'entreprise. Donc là, ça ne pesait pas sur l'entreprise. L'entreprise ne voyait rien. Elle ne voyait pas d'augmentation des charges, que l'augmentation des salaires pèse sur l'entreprise. Quand on parle de l'augmentation du SMIC, les entreprises, elles disent, vous êtes bien gentil, mais moi je paye avec quoi? Parce que l'augmentation du SMIC, pour moi, c'est un poids qui est considérable. Donc là, ça permettait d'avoir une augmentation des salaires sans que l'entreprise se voit alourdie de cette charge. Et on finançait cette augmentation par une contribution sociale à l'importation qui était de 3% sur toutes les importations, c'est-à-dire en réalité un niveau qui était dérisoire. Pourquoi? Parce que, quoi qu'on en dise, si vous n'avez pas de clients, vous ne pourrez pas développer vos entreprises. Pour vendre, il faut des clients pour acheter. Et donc il faut agir, je ne dis pas qu'il faut faire que ça, mais il faut agir aussi dans le cadre d'une grande politique où on va protéger nos entreprises de la concurrence internationale déloyale, retrouver un niveau monétaire qui leur permette d'être compétitifs par rapport aux autres zones monétaires du monde. Il faut aussi redonner du pouvoir d'achat aux Français, parce que c'est en redonnant ce pouvoir d'achat qu'on va repartir dans un cercle vertueux économique et sortir de ce cercle vicieux. Je ne vais pas reparler longuement de l'euro, on va me dire que c'est une obsession. Je veux juste, mais vous le savez, mais peut-être tout le monde n'a pas conscience de ça, que à raison du taux de parité de notre monnaie, ça, qui est fabriqué avec les mêmes salaires, les mêmes charges, les mêmes, etc., par une entreprise américaine et une entreprise française, il sort à 1 $ aux États-Unis. Par un effet absolument mécanique de taux de change, il sort à 1,30 $ en France. Bon, ça pose évidemment un problème majeur de compétitivité, c'est 30% de compétitivité de moins. Voilà, rien qu'avec la monnaie, on perd 30% de compétitivité. Donc ça, c'est un vrai sujet aussi. Et quand on parle de compétitivité, quand on parle de baisse des charges, bien sûr, il faut une baisse des charges, mais d'abord pour les TPE, les PME, les PMI, avant d'accorder cette baisse des charges à des entreprises qui n'en ont pas besoin. Alors quand je dis ça, on me dit, ah oui, Madame Le Pen, vous n'aimez pas les grandes entreprises. Je dis, moi je fais de la politique, je ne vais pas créer des lois pour des gens qui n'ont pas besoin de mon aide. Moi je veux dire, je suis là pour être présente aux côtés de ceux qui en ont besoin. Les grandes entreprises n'ont pas besoin de cela, alors que les TPE, les PME, les PMI, elles en ont évidemment besoin. De surcroît,
moi je plafonnerai à nouveau les charges patronales pour les employeurs de petites entreprises, parce que le déplafonnement taxera les petites entreprises de plus de 10 000 € en moyenne et aura évidemment une conséquence directe sur les investissements. Je suis sidéré, je vous le dis, par la suppression du crédit impôt apprentissage pour les entreprises artisanales de plus de 10 salariés, que je restaurerai immédiatement, sachant que la formation c'est un cadeau qui est fait par les patrons des petites entreprises à un public sans expérience, qui aura une valeur une fois qu'il sera formé sur le marché. Je vais vous raconter une anecdote, mais vous avez dû sûrement l'entendre. La dernière fois, moi je suis également un grand défenseur de l'apprentissage, et la dernière fois j'ai rencontré un chef d'entreprise qui m'a regardé et qui m'a dit « Ah ben merci l'apprentissage ». Alors moi j'ai pris un apprenti, du coup ils m'ont envoyé un contrôleur, et je me suis pris 35 000 € d'amende. Donc c'est la dernière fois que je prends un apprenti dans mon entreprise. Voilà comment ça s'est déroulé. Bon. Donc là encore, je veux dire, on marche sur la tête. On a l'impression que les TPE, les PME, les PMI sont surveillés comme si elles étaient des délinquants en puissance qu'il fallait absolument essayer de coincer à tous les bouts de la chaîne, sans compter la multiplication des contrôles fiscaux, dont évidemment les PME et les PMI sont les premières victimes. Pourquoi? Parce que c'est tellement plus facile d'aller vérifier, d'aller faire un contrôle fiscal sur une PME-PMI que d'aller faire un contrôle fiscal sur un grand groupe, hein, avec ses dizaines de filiales, dans les paradis fiscaux, etc. etc. C'est tellement plus simple, parce que évidemment on va tomber sur des chefs d'entreprise qui n'ont pas le temps de s'occuper, etc., et qui vont se laisser, mon Dieu, plumer assez facilement en l'occurrence. Et ils se disent, mais mieux vaut qu'il y ait 1000 contrôles fiscaux et qu'à chaque fois, sur chaque contrôle fiscal, on récupère entre 10 000 et 100 000 €, c'est beaucoup plus payant pour nous que d'aller dans une grande boîte où on va passer 1 an et demi de contrôle fiscal, avec les procès, ils vont nous mettre 10 avocats aux fesses, on va aller de recours en recours, et puis à la fin du compte, ils arriveront toujours à s'en sortir. Bon, ça c'est vraiment, je veux dire, l'injustice, c'est-à-dire quand l'État, plutôt que d'être le protecteur et le développeur de l'activité économique, en devient le bourreau. Bon, eh bien c'est exactement ce que l'on enregistre aujourd'hui. Enfin, je pense que si suppression de la cotisation d'allocation familiale payée par les employeurs et les travailleurs doit être faite, c'est pour les employeurs et les travailleurs indépendants. Et du coup, la prise en charge des prestations familiales doit être prise par le budget de l'État. Voilà, il faut maintenant booster, et encore une fois, même les entreprises, ces gens-là sont leurs sous-traitants aussi. Ce sont aussi leurs clients. Et donc, quand on impulse, je vais dire, une aide à un bout de la chaîne, quand on est dans l'économie réelle, hein, pas quand on est dans l'économie virtuelle, eh bien, par définition, on participe à remettre en place le fameux cercle vertueux dont je parlais tout à l'heure. Enfin, moi, je suis pour une révision du mode de calcul de l'impôt sur le revenu des travailleurs indépendants, de sorte que les bénéfices réinvestis dans l'entreprise ne soient plus soumis à l'IR. Et puis, vous le savez, ou pas d'ailleurs, j'avais proposé lors de l'élection présidentielle une réforme de l'IS. Hollande aussi, il l'avait promis, mais il ne l'a pas fait, une réforme de l'IS pour permettre d'alléger l'IS sur les TPE-PME, étant entendu que je rappelle souvent qu'elles payent beaucoup plus que les entreprises du CAC 40 qui payent 8% en moyenne d'impôts. Donc la réforme portait sur un IS progressif, 15, 25, 33%. Voilà. Voilà un petit peu rapidement brossé, hein. Ce sont des sujets qui sont très vagues, très riches, très fournis, mais je n'ai normalement que 10 minutes par réponse. Mais comme ça, d'abord la vision, parce que c'est pas le tout d'avoir des propositions, encore faut-il que ces propositions s'inscrivent dans une vision d'ensemble, une vision cohérente. Parce que ce qu'on voit là, honnêtement, depuis déjà un certain nombre d'années, ça manque quand même très largement de cohérence, quoi. Merci beaucoup. Maintenant, on passe au troisième chef d'entreprise, Franck Seguin. Vous êtes de formation comptable et financière et vous œuvrez au sein de différentes TPE spécialisées dans les services aux entreprises et plus particulièrement dans la gestion et la finance avec l'accompagnement et la création de TPE et petites entreprises. Vous aimeriez mettre en avant les nombreuses difficultés pour obtenir des aides financières en soutien aux PME, PMI, TPE et petites entreprises via notamment des crédits octroyés par les banques
ou bien encore par les organismes financiers. Voilà, je vous laisse la parole. Exactement, merci. Bonsoir Madame Le Pen. Je me permettrai de revenir juste sur votre dernière réponse, si vous permettez, en vous demandant une petite précision par rapport aux aides apportées aux petites entreprises, les TPE, PME, dont on dit qu'ils sont le premier employeur de France. Que pensez-vous d'une mesure qui existait précédemment, il y a quelques années de cela, qui était l'exonération pour l'embauche du premier salarié? Ne pourrait-elle pas être remise en place pour justement ces sociétés? Oui, elle pourrait être mise en place, mais il faut absolument que... le problème, c'est qu'on est aujourd'hui, si vous voulez, dans une situation tellement difficile qu'à chaque fois qu'on prend une mesure, on crée comment dire, des embauches d'opportunités, quoi. Moi, je me souviens qu'à l'époque, il y avait eu un certain nombre de dossiers où on créait des entreprises qui embauchaient leurs premiers salariés, puis en réalité, tous les salariés travaillaient pour la même boîte. Bon, ça a été la même chose d'ailleurs pour les auto-entrepreneurs. Ça a été aussi un vrai problème. Bon. Donc on crée une situation pour répondre à une problématique et on a en contrepartie une autre problématique à résoudre. Donc c'est une politique qui, à mon avis, serait évidemment très positive, parce que si chaque TPE embauche une personne, on n'a plus de chômeurs. Mais parallèlement, si vous voulez, il faut aussi quand même qu'on puisse répondre au système de protection sociale. Parce que dans ces gens, il y a des gens qui peut-être demain vont tomber malades, il faut bien trouver, vous voyez. Donc je pense qu'on est tous embarqués dans la même question. On ne peut pas dire c'est l'État va prendre tout en charge, vous voyez, il y a un moment donné où il faut répondre. Mais quand on aura fait déjà tout ce qu'on a fait là, qu'on aura permis de relancer l'économie, on aura réussi à résoudre le chômage, que du coup les charges qui pèsent sur le travail baisseront, puisque encore une fois, plus il y a de chômeurs, plus les charges montent, quoi. C'est ça que j'essaie souvent de rappeler, parce qu'on oublie ça. On a l'impression que les charges, elles sont incompressibles, et qu'elles sont très lourdes parce qu'elles sont très lourdes. Non, elles sont très lourdes parce qu'il y a beaucoup de gens qui font du tirage dessus. Bon. Or, il y a des choses à mettre en œuvre. Il faut limiter l'accès aux aides sociales. Moi, à mon avis, aux Français, c'est mon opinion, parce que je pense qu'on ne peut plus justement demander aux entreprises d'assumer la charge financière, je veux dire, de la générosité d'un système social que l'on fait profiter à tout le monde. Voilà, c'est en haut on fait de la générosité et en bas on sort le chéquier, quoi. Je veux dire, à un moment donné, c'est plus possible. Bon, donc déjà mettons tout cela en place. Si ça n'est pas suffisant, vous voyez, il y a des moments où il faut pas faire de démagogie, il faut avoir une vision pragmatique et graduelle. Si toutes ces modifications-là, visant à améliorer le contexte économique des entreprises, ne leur permettent pas de pouvoir embaucher, c'est-à-dire de faire un chiffre d'affaires qui est suffisant pour pouvoir se développer avec un salarié sur lequel on paie des charges qui seront de fait devenues raisonnables, alors on envisagera de passer au stade supérieur en permettant, dans certaines conditions, avec des garde-fous, de pouvoir embaucher un salarié sans charge. Vous voyez, mais voilà, commençons par essayer de mettre en place ce cercle vertueux qui, en réalité, peut se mettre en place relativement quand même rapidement. Merci. Donc j'en viens au sujet que je voulais aborder. Concernant donc le financement des entreprises, notamment au niveau de la création, donc aujourd'hui on se rend compte que on avait Oseo BDPME qui aidait au financement, cela a été remplacé par la BPI, qui n'est ni plus ni moins que la même chose. Et aujourd'hui, un entrepreneur qui souhaite investir, qui a besoin de fonds de roulement, qui a besoin de financer des investissements, va demander ce financement à la BPI. Le financement ne peut être accepté qu'à partir du moment où déjà il a trouvé une banque qui a accepté de le suivre. Et deuxièmement, sa banque va accepter de le suivre à partir du moment où lui-même va avoir des garanties. Garanties soit en capitaux qu'il devra placer, soit en biens immobiliers qui devront faire le double du montant de l'investissement qu'il doit réaliser. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer comme solution de financement pour ces créateurs d'entreprises? Bon, d'abord, les banques ne font plus leur métier. Voilà, ça, c'est une certitude. Elles ne le font plus pour personne. Je vous rassure, parce que les partis politiques non plus ne peuvent plus emprunter. Je vous dis, parce qu'entre le président du Front, ils ne veulent plus prêter non plus. Bon. Donc, ils ne font plus leur boulot. Elles mobilisent leur énergie et surtout leur ratio de solvabilité à engendrer des bénéfices records pour certaines dans les opérations spéculatives. Bon, la situation l'a montré, on est en fait en situation de crédit crunch.
La première chose, c'est d'abord de séparer les banques de dépôt et les banques d'affaires. Voilà, ça c'est la première urgence. Ça aussi, c'était une promesse de Hollande. Il ne l'a pas mis en œuvre. Il nous a fait un projet de loi complètement bidon. Bidon complet. Alors là, pour le coup, c'était l'enfumage de première catégorie. Bon. Moi, j'ai regardé la dernière livraison hein, sur les dépôts de bilan, hein, troisième trimestre 2013, record hein, des dépôts de bilan. 13 000 dépôts de bilan, plus de 1 sur 4 est dû à un problème de trésorerie. Et ça, objectivement, c'est pas acceptable. Parce que là, on a des boîtes qui fonctionnent, qui ont des carnets de commandes, qui ont des clients qui sont solvables et qui tombent parce qu'à un moment donné, elles ont un problème de trésorerie. Donc, bon, simplifier les mécanismes type BPI, etc., ne plus les adosser sur des garanties excessives. Je ne vois pas l'intérêt de faire une BPI si on demande à une TPE ou à une PME d'apporter le concours d'une banque, alors que la BPI était là justement pour pouvoir pallier aux banques qui ne veulent pas prêter. Ce que ne comprennent pas les gens qui nous dirigent, c'est que les banques, ce n'est pas qu'elles ne veulent pas prêter ou qu'elles ne veulent pas prêter plus, elles ne veulent pas prêter du tout. Je veux dire, c'est pas on va vous prêter 10 000 plutôt que de vous prêter 100 000, c'est on va vous prêter rien. C'est comme ça que les boîtes, elles tombent. Rien. Ou alors, je vous prête ce que vous avez. Oui, ben merci, si je l'ai, j'ai pas besoin que vous me le prêtiez, quoi. Je veux dire. C'est exactement ça. Il n'y a plus aucune prise de risque. Donc, bon, d'abord, moi, je crois qu'il faut imposer le respect absolu des dispositions de la loi LME de 2008 sur les délais de paiement. Ça, c'est une première chose. Il faut créer au sein des juridictions commerciales un juge des paiements. Parce qu'avant de demander l'emprunt à la banque, il faut déjà quand même faire en sorte que les entreprises puissent toucher l'argent qui leur est dû. Alors, je pense qu'on va essayer on reprend, je veux dire, de la logique, de la première logique. Donc il faut créer dans les juridictions commerciales un juge des paiements qui est une sorte de juge des référés. Voilà. Sauf contestation sérieuse, à part s'il y a une contestation sérieuse, eh bien, il faut pouvoir faire procéder au paiement par un juge des référés dans le cadre de la juridiction commerciale qui intervient en quelques jours. Parce que c'est ça l'objectif. En quelques jours, c'est-à-dire avec des procédures nettement accélérées, une semaine, 15 jours, un mois, bon d'accord, ça c'est admissible, hein, mais rapidement. Négocier avec les banques le financement rapide, simple et sans contrepartie des créances non contestées sur l'État. Ça aussi, ça pourrait permettre à beaucoup d'entreprises de pouvoir s'en sortir et négocier, voire imposer d'ailleurs aux banques de ne pas réclamer systématiquement l'affacturage qui est cher et qui est compliqué. Enfin, moi j'ai une proposition qui est la généralisation du versement de la TVA à l'encaissement. Voilà, je pense que sous certaines conditions, alors on y avait réfléchi, hein, on avait considéré lors de la dernière campagne que les entreprises pourraient, par exemple, avoir une option de droit pour les entreprises individuelles, ainsi que pour les PME définies selon les critères retenus pour l'application du taux réduit d'IS, pour pouvoir opter pour le versement de la TVA à l'encaissement et non pas à l'émission de la facture. Bah, l'air de rien, hein, 16 milliards d'euros de trésorerie, on pourrait dégager ainsi, qui manque beaucoup aux entreprises. Nous avions également réfléchi, c'est un coût de 560 millions. Bon, je ne dis pas que ça n'a pas de coût, hein, ça a un coût de mettre en place ça, mais c'est dérisoire. 560 millions, c'est 8% du coût net que nous coûte l'Union européenne chaque année. Hein. Bon, donc on aurait épongé ça assez rapidement. Bon. Donc tout a un coût. Mais à un moment donné, ça réinjecte dans l'économie réelle, évidemment, une énorme capacité. Et puis, je considère aussi qu'au-delà des banques, il y a aussi une exigence de la part des grandes entreprises qui doivent pouvoir aider au financement des PME et des PMU. Et c'est la raison pour laquelle nous avions proposé, dans le cadre de la campagne présidentielle, un fonds spécial de réindustrialisation. Les 50 plus fortes capitalisations boursières devront affecter 15% de leur résultat net en réserve spéciale de réindustrialisation. Voilà, cette affectation annuelle du résultat
elle a un avantage, c'est qu'elle est sans incidence sur leur rentabilité, hein, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de conséquences sur la valeur aussi de leurs actions. Ces sommes, elles sont mises à disposition d'un fonds d'investissement stratégique pendant une durée de 5 ans et elles sont restituées au terme de cette période. Et on fait ainsi un roulement. Et c'est 60 milliards d'euros sur un quinquennat qu'on pourrait ainsi débloquer pour le financement des entreprises. Je crois que c'est un système qui fonctionnerait, qui n'est pas un inconvénient pour les grandes entreprises. Et pour en avoir parlé, parce que parfois j'en vois quand même des grandes entreprises, eh bien ils trouvaient que c'était effectivement une proposition qui était extrêmement intéressante et qui permettrait aussi d'améliorer l'image, après tout, de ces grandes entreprises qui ont une image tellement dégradée dans l'esprit et dans le regard, non seulement des Français, mais aussi des TPE, des PME, des PMI qui se disent quand même, bon, les grandes boîtes au chevet desquelles les politiques se penchent en permanence alors qu'elles ont tous les avantages, qu'elles font de l'optimisation fiscale, qu'elles n'ont jamais de contrôles fiscaux, que ceci, que cela. Bon, là, il pourrait y avoir ainsi, si vous voulez, recréer le lien, parce que moi, tout ce qui crée aussi, si vous voulez, une unité dans notre pays, entre les uns et les autres, cette réconciliation entre les salariés, les patrons, les petits patrons, éventuellement les patrons de grandes boîtes, pour peu qu'ils se tiennent bien et qu'ils participent aussi au financement de l'économie réelle. Voilà. Et puis, à un moment donné, il va falloir taper du poing sur la table avec les banques aussi, parce qu'on ne peut pas venir réclamer l'argent du contribuable à chaque fois qu'on s'est mis soi-même en difficulté, parce que les banques se sont mises elles-mêmes en difficulté. Et croyez-moi, la solvabilité des banques européennes, on n'a pas terminé d'en parler. On n'a pas terminé d'en parler. Et ne pas jouer le jeu, c'est-à-dire ne pas profiter de cet argent pour pouvoir réinvestir dans l'économie réelle. Et ça, c'est le rôle de l'État, et c'est un petit peu le bâton dont je parlais tout à l'heure, et dont il est parfois utile tout de même de se servir. Quatrième intervenant, David Cuisinier, vous êtes gérant d'une société de presse et d'une entreprise de distribution leader européen sur son secteur et spécialiste de la vente par Internet. Les véritables enjeux pour les e-commerçants notamment, vous aimeriez évoquer les moyens possibles qui pourraient être mis en place pour lutter notamment contre la fraude à la carte bancaire dont les réseaux sont mondialisés. Tout à fait. Madame Le Pen, Oui. un petit problème peut-être. Madame Le Pen, bonjour. Bonjour. Malgré de bons résultats, ma société, comme beaucoup d'autres, est confrontée au problème de la fraude bancaire. Et avant d'arriver à ma question, je vais évoquer 4 points. Le premier, ce sera le fait que l'escroquerie, en fait, le risque pèse à 100% sur le commerçant. Le deuxième, c'est que les moyens mis en place pour la sécurisation des paiements aujourd'hui par les banques sont imparfaits. Le troisième point, c'est que ces banques, en réponse, quand il y a un problème, qu'est-ce qu'elles font? Elles bottent en touche, comme d'habitude. Et pour finir, ce qui est absolument incroyable, c'est que la justice, elle est complètement impuissante devant la cybercriminalité, qui devient tout simplement un frein au développement. Donc concrètement, en tant que commerçant, le client est remboursé et le commerçant, lui, perd son produit. Tout simplement, moi, on va me commander un bien. Alors je vends des biens qui valent entre 150 et 30 000 euros sur mon site internet. Ça représente 80% de mes ventes. Tout simplement, un numéro de carte bancaire va être volé, on va me commander un produit. Moi, la banque me dit c'est ok, tu peux l'envoyer. Je l'envoie. Je reçois le paiement, bien entendu, avant de l'envoyer. Le paiement, pas de souci. Et puis, j'ai une surprise. On va dire qu'une semaine, quelques jours plus tard, j'ai un petit papier de la banque que je reçois où on me dit on vous reprend 300 euros ou 1000 euros sans me dire même qui c'est. Et là, j'appelle ma banque et je demande mais pourquoi vous m'avez pris ça? Tout simplement, on m'a dit vous avez une fraude, c'est tant pis pour vous, monsieur. Là, j'essaie de trouver déjà qui a fait cette transaction, parce que moi, je suis une petite société, j'ai une centaine de transactions par jour, mais quand on a des TPE qui sont un petit peu plus grosses, c'est facilement des milliers. Donc, je vais perdre du temps à trouver qui c'est. La banque, quand j'essaie de la contacter en lui demandant aidez-moi s'il vous plaît, parce que j'aimerais savoir qui est cette personne qui a fait opposition, et on va me dire simplement monsieur, déjà, on ne veut pas que vous nous parliez, il faut voir avec votre agence, donc on ne peut pas contacter les banques. Et surtout, quand on arrive à les contacter, quand on est un peu malin, ils vous disent tout simplement monsieur, je ne peux pas vous le dire, parce que vous savez quoi, la CNIL me l'interdit. Donc ça veut dire que la CNIL va protéger ces personnes-là. Donc, mais généralement, il s'agit d'une usurpation d'identité. Donc voilà, il n'y a pas trop de problème là-dessus. Mais enfin, ensuite,
c'est au commerçant de trouver l'origine de la fraude. Donc il va perdre du temps, il va faire plein de démarches. On a parlé tout à l'heure des paperasses, des choses comme ça, c'est assez horrible. Et puis là où on arrive vraiment au fait que la France marche sur la tête, c'est qu'en cas de contrôle, eh ben, nous on devra prouver qu'on a vraiment été victime d'une fraude. C'est un peu comme quand vous êtes victime d'un chèque en blanc, vous devez faire 2 courriers commandés, minimum, pas un seul, mais 2 à votre client douteux, pour tout simplement prouver en cas de contrôle fiscal qu'il ne s'agit pas de blanchiment d'argent. Alors imaginez-vous, hein, on vous a arnaqué à la carte bleue, vous avez envoyé votre bien, donc vous avez perdu 300 à 1000 euros. La banque, bien entendu, va botter en touche, et vous devez en plus prouver que vous avez été victime de ça. C'est comme les chèques en bois, c'est impossible. Donc tout le risque pèse sur le commerçant et non pas sur le client, parce que le client qui se fait avoir avec sa carte bleue, il a juste à appeler sa banque, il est assuré, il n'y a pas de problème, il est remboursé tout de suite. Le commerçant, lui, il a tout perdu. Maintenant, les banques mettent gentiment à notre disposition des moyens de sécurisation, mais ces moyens sont imparfaits. C'est mon deuxième point. On parle souvent du 3D Secure. Alors c'est le moyen magique, c'est-à-dire que vous commandez sur Internet et vous recevez un petit SMS. Bon, bah, moi, le premier, quand j'ai commencé à faire mes premiers sites, j'ai dit mais c'est génial. Et puis je me suis aperçu que j'ai des transactions qui passaient, et malgré ça, figurez-vous que le client, c'était des fraudes. C'est-à-dire qu'on n'est même pas couvert, c'est-à-dire que la banque ne va pas vous couvrir dans ces cas-là. Il faut savoir que chez moi, une transaction sur 3 à peu près ne passe pas en protocole 3D Secure. Quand vous appelez la banque pour leur demander, ils vont vous mettre en contact avec un spécialiste si vous avez de la chance. Pour moi, c'est des courriers, plein de courriers recommandés que j'envoie généralement parce que je ne lâche pas l'affaire. Et généralement, on me rappelle. Et là, on m'explique que tout simplement, ils ne peuvent rien y faire parce qu'il y a certaines banques qui ne sont pas bien accordées entre elles, il y a des problèmes de protocole, blablabla. Blablabla. Donc, on a un problème de 3D Secure. Je vais même vous dire à quel point c'est ridicule. Maintenant, vous avez vu que la plupart des sites proposent des paiements en 3 fois sans frais. Et qu'est-ce qui se passe si vous êtes client, vous faites une e-carte bleue, une carte bleue virtuelle? Une carte bleue virtuelle, ça ne sert qu'une fois pour une transaction. Vous faites un paiement en 3 fois avec cette carte bleue. Le premier paiement, il passe, mais pas le deuxième, vu qu'elle aura expiré. Et là, les banques, elles sont incapables de faire la différence entre un numéro de carte bleue virtuelle et un numéro normal, parce que ce sont les mêmes, justement. Alors là, on a quand même un gros problème. On y travaille dessus. On est rassuré. Maintenant, on a un petit truc qui est assez rigolo aussi, c'est le fameux cadenas. Alors, je prends vraiment quelques exemples, parce que sinon on pourrait en parler très longtemps. Le cadenas, vous savez, quand vous allez passer votre transaction, alors ça, c'est quand même une énorme imposture, parce que pour obtenir ce petit cadenas, c'est tout simplement un certificat SSL qu'on obtient auprès d'entreprises accréditées, bien souvent américaines. Ça coûte entre 100 et 300 euros, voire des milliers d'euros selon le nombre de domaines. Et tout simplement, il suffit de donner un cabis de votre société. C'est vrai qu'un cabis, c'est infalsifiable, c'est tellement impossible à falsifier. Donc, bref, on comprend que là-dedans, il y a un énorme flou, ça devient n'importe quoi. C'était mon deuxième point, c'est que les moyens de sécurisation, certes, existent, mais sont imparfaits, on peut les améliorer. Alors là où on arrive à quelque chose d'assez rigolo, c'est que quand vous contactez les banques pour vous en plaindre, elles font ce qu'elles font de mieux, elles bottent en touche. Alors j'ai pris quelques petites citations qui sont tombées cette semaine. Alors la première est d'un monsieur de la Société Générale qui nous dit: pour nous, la Société Générale, le risque est actuellement sur la détention des données bancaires de nos clients par des tiers. Ah oui, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Oui, c'est les commerçants, c'est de leur faute, c'est eux qui se font hacker. Mais je vais vous expliquer un truc, c'est qu'il n'y a plus aucune donnée bancaire qui transite par les sites des commerçants. Tout est envoyé sur le site de la banque. Donc si demain quelqu'un vient hacker mon site, super, il aura l'email de la personne, son adresse et tout ça. Génial, ça sert à quoi? À rien. Mais les données bancaires, elles sont à la banque. Donc notre ami de la Société Générale, là, qui est un haut directeur responsable de la sécurité, cette semaine, s'est paru dans un... Il nous en fume lui aussi. Alors, ensuite, on a 87% des acteurs du e-commerce acceptent encore des mots de passe basiques, genre 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou mots de passe, qui sont les premiers que les pirates informatiques vont essayer. Alors voilà ce qu'un grand quotidien nous a sorti cette semaine. Alors là, c'est vraiment n'importe quoi, encore une fois. C'est-à-dire que c'est notre faute, nous, commerçants, parce qu'on accepte des mots, qu'on laisse nos clients mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est notre faute, voilà, s'ils sont hackés. Non, encore une fois, c'est n'importe quoi. Il faudrait qu'on les prenne par la main en plus. Non, c'est pas possible. Mais surtout, encore une fois, les données bancaires, elles sont pas sur nos sites. Donc là encore, c'est un grand enfumage des banques. Pourtant, elles bottent en touche. Alors elles nous disent, oui, on pourrait vous assurer, même si le 3D Secure... Ah oui, c'est vrai, on vous avait dit que la transaction était sécurisée, mais en fait non, bon, c'est pas grave, vous avez perdu 1000 euros, on ne peut rien y faire. Elle vous dit, vous pouvez vous réassurer, ça coûte 2 à 3%. Vous imaginez, 2 à 3%, c'est 2 à 3% de perdu encore, c'est du bénéfice qui s'en va, c'est pas possible. Et là, on arrive vraiment au point qui je pense, mon collègue avec qui j'ai parlé sur la gauche, ça va l'intéresser, c'est que la justice, elle est impuissante devant la cybercriminalité, qui est un franc développement. Donc,
À chaque fois qu'on a une arnaque, on va voir nos collègues gendarmes ou policiers, et on parle souvent avec eux, parce qu'on les voit souvent, figurez-vous. Et ils nous expliquent que c'est pas facile d'attraper les escrocs qui ont des complicités avec les postiers, les gardiens d'immeubles, ou abusent de la crédibilité, de la crédulité de certaines personnes âgées en utilisant leur boîte aux lettres. Bon, certes. Mais quelquefois, ils font très très bien leur travail et ils les attrapent. Et quand ils les attrapent, vous savez quoi? Ça part aux oubliettes. Je vais vous expliquer pourquoi. Au tribunal d'Evry, alors moi j'étais outré parce que j'avais proposé, on a quand même réussi à localiser pas mal d'escrocs parce qu'ils sont pas très malins, ils se font livrer aux mêmes adresses. Donc on a proposé de leur envoyer un colis avec une brique dedans et justement les forces de l'ordre leur tomberaient dessus. Et ils nous ont dit non, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas eu au tribunal d'Evry 2000 € de préjudice, eh ben ils laisseront tomber l'affaire. Alors moi je tombe des nues, je demande qu'on m'explique. Et les forces de l'ordre m'expliquent que tout simplement, c'est des personnes qui sont chargées de faire les enquêtes, et ben ils m'expliquent que, par exemple, pour aller demander une adresse IP, pour faire une surveillance, ça coûte de l'argent. Et si ça coûte de l'argent, eh ben on ne peut pas tout faire, on ne peut pas suivre toutes les affaires. Alors moi ce que je comprends, c'est quand on me demande une réquisition, c'est gratuit, je dois donner l'adresse IP du client, des choses comme ça. Mais Orange, par exemple, je cite Orange parce que c'est l'exemple que le gendarme m'avait donné, eux, ils facturent à chaque fois. Mais comment c'est possible ça? C'est pas normal. Encore, Madame Le Pen, elle a raison là-dessus. Il y a une différence de traitement entre les TPE et les grandes entreprises. Et puis, là, c'était juste sur Evry, donc c'est local. Maintenant, à l'échelle de la France, ça représente une perte incroyable et un frein énorme au développement du e-commerce. Là, on rentre dans une problématique économique. Et cette semaine, encore une fois, l'actualité, elle sert un petit peu la question, c'est qu'on a un forum sur la cybercriminalité qui s'est ouvert, on a Manuel Valls qui y est allé, et on apprend justement en préambule, on nous explique que les entreprises sont désormais les cibles de choix des criminels devant les institutions gouvernementales selon un rapport publié. C'est maintenant 42% des cibles en 2012, les PME. Donc c'est nous, les victimes. C'est bien plus facile à faire que la drogue ou ces choses-là. C'est l'escroquerie aux PME. Donc on a un véritable frein au développement, puisque, encore une fois, cette semaine, on nous a dit que les sites français ne sont pas attractifs, et seuls 30% du trafic des sites e-commerce français vient des étrangers. Mais ça sert à quoi d'attirer les étrangers sur les sites français, puisque la première chose qu'une banque vous dit quand vous ouvrez un site, quand vous êtes auto-entrepreneur, vous êtes une société, vous lui ouvrez un paiement, on vous dit « Mais monsieur, faut pas accepter les cartes bleues des étrangers. » Comment on peut vendre à des étrangers si on refuse leurs moyens de paiement? Aujourd'hui, c'est simple. J'ai un Belge qui me commande chez moi. Un Belge, c'est juste à côté. J'ai quelqu'un de Grande-Bretagne qui me commande. Alors, je ne vous parle même pas de l'Afrique ou des pays qui sont plus lointains. Le seul moyen, 100% sécurisé d'accepter une transaction, c'est un virement bancaire. Un virement bancaire, ça coûte de l'argent, ça met une semaine à arriver. Et votre client, il est parti. Et bien sûr, il y a PayPal, ça coûte 3%. 3%. Alors que les banques, facilement, elles pourraient sécuriser leur carte bleue. Vous savez comment je le sais? C'est très simple. J'ai un de mes prestataires qui fait du crédit revolving, une grande marque de crédit. Et elle arrive à sécuriser et à mettre ça. Alors pourquoi les autres n'y arrivent pas? Donc j'en arrive à la fin de ma démonstration. L'économie des transactions et même les monnaies, tout repose sur la confiance. Dans ces conditions, Madame Le Pen, quelles seraient vos solutions et moyens pour lutter contre les fraudes à la carte bancaire qui sont devenues un réseau organisé et mondialisé? Et que pouvez-vous faire d'une manière générale pour contraindre les pouvoirs publics et les banques à assumer leurs responsabilités tout en protégeant les professionnels du secteur? Bon, vous évoquez là, là aussi le problème du XXIe siècle. Moi, ça marche plus? Ça marche? Je me suis attaché à ces problématiques parce que je m'attache beaucoup au travail de quelqu'un comme Xavier Hofer, qui est un criminologue français très reconnu et qui justement a fait des papiers très longs dernièrement en disant que l'avenir c'est la cybercriminalité. Évidemment, pourquoi aller risquer de prendre un coup de couteau dans une ruelle pour vendre du hashish alors qu'en restant derrière chez soi dans son canapé derrière un ordinateur, ils peuvent gagner évidemment beaucoup plus. Alors il y a beaucoup de criminalités différentes dans cette cybercriminalité, y compris la vente de faux médicaments, c'est-à-dire des choses qui sont éminemment dangereuses pour l'avenir. Et hélas, il faut bien dire que les pouvoirs publics ne prennent pas la mesure de cette révolution qu'est la multiplication d'Internet, et comme si ils n'y avaient vu en quelque sorte qu'un espace ludique, et qu'ils n'arrivaient pas à avoir cette vision moderne de se dire à partir du moment où
il y a le développement du commerce, il va y avoir le développement d'une criminalité sur Internet. Alors c'est vrai qu'il y a un certain nombre de garde-fous qui se mettent en place progressivement. Ils ne sont pas tous redoutablement efficaces et de toute façon ils seront tous payants. Et j'ai presque envie de vous dire que quand vous dites les systèmes qui sont mis en œuvre avec les couplages des CB avec l'utilisation des smartphones, etc., le M-paiement, la reconnaissance d'empreintes digitales, tout ça, ça va venir. Obligatoirement, ça va venir. Mais il ne faut pas rêver. Ça sera facturé. Vous me dites comment est-ce qu'on peut forcer les banques? Vous savez comment c'est. Les banques, elles vont vous dire oui, d'accord, on le fait, promis, on le fait, et puis de toute façon, à un moment donné, vous paierez les 2 ou 3%. Alors, c'est vrai que la criminalité, ça existe sur Internet, bien sûr, elle va se développer, il faut être plus intelligent qu'eux, mais la criminalité, elle existe même dans un magasin. Vous voyez, et on aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure. Donc, il ne faut pas non plus, si vous voulez, considérer qu'il y a un espace où il y a zéro risque. Il y a des espaces où il y a des risques. Bon. Maintenant, sur l'histoire dont vous parliez tout à l'heure, du client qui a vu sa carte, il n'y a absolument aucune raison pour que ce soit vous qui payez les conséquences de ça, puisqu'ils sont assurés. Donc, je veux dire, ils ne peuvent pas... La banque, elle s'assure, elle est assurée pour ce type de problématique. Donc à partir du moment où l'assurance fonctionne, le commerçant ne peut pas être tenu pour responsable, surtout si, en l'occurrence, il est démontré qu'il n'a commis aucun acte qui soit un acte de... comment dire, de... non, pas délictueux, de négligence, voilà, de négligence. Alors c'est vrai qu'il y a des entreprises qui se montent, qui offrent des perspectives de sécurisation, par exemple comme Ogone. C'est vrai que ça marche très très bien, en tout cas pour l'instant, parce qu'ils ont des moyens de sécuriser le paiement des clients, enfin de leurs clients commerçants, parce qu'ils ont des fichiers basés sur les comportements frauduleux des internautes, et aujourd'hui ils assurent des taux d'encaissement qui sont proches de 100%. Mais, bien sûr, ça coûte 2 à 3%. Du chiffre d'affaires. Bon. Voilà, donc c'est difficile pour l'instant, il n'y a que les évolutions technologiques qui pourront permettre de répondre avec un coût minimum, si vous voulez, à ces problématiques. Bien entendu, l'État doit pouvoir intervenir auprès des banques pour pouvoir leur demander de prendre en charge quand elles sont assurées, parce qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Hein. Il ne faut pas en même temps être assuré et demander aux commerçants d'assumer la responsabilité du reste. Mais on ne pourra pas limiter totalement les risques. Voilà, et je crois qu'il faut le savoir, il faut s'y attendre. Internet est le gros problème, si vous voulez, d'Internet, c'est ce que j'appelle les vrais faux papiers, quoi. C'est-à-dire les vrais faux moyens de paiement. C'est-à-dire, on n'est pas face à un client qui est de mauvaise foi, on est face à des réseaux criminalisés qui utilisent des vrais faux moyens de paiement. Mais dans ces conditions-là, si vous voulez, à partir du moment où ces faux moyens de paiement sont utilisés sur la base d'un support qui appartient par exemple à une entreprise comme Carte Bleue, comme Visa, etc., ce sont à elles d'assurer la sécurisation de leur propre carte. C'est pas à vous d'en être les victimes. Par conséquent, si elles sont trop facilement falsifiables, ça devrait pouvoir ouvrir le droit, peut-être même, après tout, à des classes actions, parce que ça, on est vraiment dans un domaine où il faut ouvrir la possibilité à des classes actions, parce que c'est souvent sur des montants qui sont des montants minimums. Et pour par exemple les hackers, etc., il est évident qu'on ne va pas engager une action en justice qui va nous coûter 2000 € entre l'avocat ou le déplacement, les papiers, des ceci, des cela, pour une perte qui est de 500 ou de 300 ou de 400. En revanche, et j'en terminerai là-dessus pour pouvoir répondre à votre voisin également, en revanche, il est scandaleux que des commissariats refusent de prendre les plaintes au motif que le montant est inférieur à temps ou à temps. C'est vrai, je vous signale, pour ces délits-là, mais c'est vrai aussi pour des délits d'arrachage, de vol physique, où on dit, ah ben non, en dessous de ça, on ne prend même pas la plainte, il ne se passera strictement rien. Ça part.
directement à la poubelle. Parce que sur le plan des principes, c'est horriblement, c'est évidemment, comment dire, horriblement injuste pour les gens qui sont victimes de cela. Alors, le problème de PayPal, de CB, ICB et tout, c'est que en fait, ça sécurise plus le client que le commerçant. Donc, c'est bien, mais c'est bien côté client. Mais des choses comme Mogon, ça peut permettre évidemment de sécuriser le commerçant. Mais voilà, le problème, c'est le coût, et ça, c'est une négociation à avoir incontestablement aussi avec les banques pour qu'elles investissent. Ça, non pas seulement pour qu'elles prennent en charge les conséquences, je veux dire, des fraudes, mais pour qu'elles investissent dans la sécurisation des moyens de paiement. Voilà. Il y a moyen de leur dire, si vous ne le sécurisez pas, alors que ça existe, hein, parce qu'il faut trouver des choses qui existent aussi, ça c'est l'innovation aussi. Si vous ne le sécurisez pas, bah, tant pis, ce sera pour vous, quoi. Ça c'est le meilleur moyen, si vous voulez, de les pousser à mettre en place ces systèmes de sécurisation. Bon. En même temps, on nous vend toujours des innovations qui vont faire disparaître totalement l'insécurité. Ce ne sera jamais le cas, quoi. Le jour où on aura l'empreinte digitale, ils couperont le doigt de la vieille dame avec son portable pour aller l'utiliser. Non, mais je veux dire, on est arrivé à un tel niveau de barbarie que, à la limite, ce que je dis est seulement à moitié une fiction. Hein. Bon. Mais le mieux, c'est de taper, quand on veut obtenir quelque chose, le mieux, c'est évidemment de taper au portefeuille. Et comme en l'occurrence, si vous voulez, ni le client n'a la possibilité de se sécuriser lui-même, ni le commerçant, en tout cas pour les TPE, PME, PMI, n'a la capacité de se sécuriser lui-même, alors le seul organisme qui est capable de sécuriser, c'est la banque, et donc c'est sur elle, évidemment, que doit peser la responsabilité de mettre en place les conditions de la sécurisation. Et si cette sécurisation est défaillante, c'est elle qui doit en assumer les conséquences financières, quoi. Enfin, dernier intervenant, Fabrice Vienne. Après vos études et un parcours professionnel diversifié, vous créez en 2009 votre propre atelier de joaillerie et vous vous retrouvez aujourd'hui dans l'incapacité de développer votre commerce à cause de potentiels risques liés notamment au développement de la délinquance. Je pense au braquage, agression physique, et je crois que c'est ce que vous souhaitez dénoncer par un témoignage aujourd'hui. Bonsoir Madame Le Pen. Moi j'ai créé ma société en 2009. Depuis que j'ai créé ma petite entreprise, on va dire, la délinquance, bon, au départ je ne l'avais pas vue. De la même manière que j'avoue actuellement. Je me suis déjà fait agresser quelques fois, on va dire, devant un boutique. Quand cela est arrivé, il a fallu que ce soit moi. Merci. Ça marche. Il a fallu que ce soit moi personnellement qui me déplace auprès des délinquants pour pouvoir, entre guillemets, me défendre, parce que lorsque j'appelais la gendarmerie, on va dire que le temps d'attente est très long. Il faut mettre en attente, et puis après, dès qu'on les a, ils mettent au moins 10 minutes, un quart d'heure à arriver, puis quand ils arrivent, ils disent, bon bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est trop tard, ils sont déjà partis. Donc ça arrivait quelques fois. Le peu de fois où ils sont réussi à arriver à temps et qu'ils prennent le délinquant sur le fait, qu'ils l'amènent à la gendarmerie pour, entre guillemets, prendre ma plainte et autres, le délinquant en question repart un quart d'heure plus tard sans aucun problème, étant donné que lorsqu'on appelle le parquet ou qu'on appelle d'autres personnes haut placées, les seules réponses qu'ils leur donnent, c'est vous pouvez le relâcher et on n'a pas le temps. Donc si vous voulez, ma pression monte un peu, et de ce fait, en fin de compte, je ne peux pas développer mon entreprise. Parce que, bon, voilà, il y a quelques collègues, voire encore un ce matin qui s'est fait braquer sa boutique, on lui a cassé toutes ses vitrines. Le moral, je pense qu'il est à zéro. L'assurance, elle va encore augmenter ses prix étant donné qu'il s'est fait voler, donc par rapport à la sécurité. Et je me dis, moi, si je commence à mettre des bijoux en vitrine et puis 2 jours après, je me fais braquer, j'ai pas trop envie de finir au cercueil, comme certains à qui ça arrive de mes collègues, voire des amis, entre questions. J'en parle d'un, il n'y a pas plus tard qu'1 an à Paris, il s'est fait tirer dessus. Il a fait un peu la même chose que moi, il est parti après les délinquants, et puis bon, ils lui ont tiré dessus, il est mort. Donc voilà, moi ma question c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez faire par rapport à cette délinquance qui se développe, on va dire, exponentiellement dans notre pays, et voilà, c'est vraiment ça la question. Pourquoi elle ne se développerait pas? Puisque tout est fait justement pour contribuer à son développement, puisque le laxisme généralisé est devenu une méthode de gouvernement depuis déjà des années et des années. Pourquoi est-ce que les voleurs
ne se multiplierait pas, puisque aucun ne peut aller en prison. La réalité, c'est que sous Rachida Dati, une décision a été prise, consistait à dire tous ceux qui sont condamnés à moins de 2 ans de prison ferme ne feront pas de prison. Mais déjà, pour prendre 2 ans ferme, croyez-moi qu'il faut en faire. Hein. Moi, j'ai été avocat 6 ans. Pour prendre 2 ans ferme, il faut y aller quand même. Hein. Je veux dire, il faut vraiment le vol avec violence, ITT, etc., grave, voilà. Bon, par conséquent, qu'est-ce que vous voulez? C'est presque une incitation à la réitération des faits. Si vous dites à un délinquant d'habitude, attention, hein, tu vas avoir un bracelet. Non, mais je veux dire, il faut voir à qui on parle quand même à un moment donné. Alors, vous avez raison d'évoquer ce sujet-là pour l'entreprise. Parce que le coût de cette délinquance, elle n'est pas chiffrée. Le coût de cette délinquance, personne n'ose donner les chiffres de ce que ça coûte, la délinquance, sur l'activité commerciale, sur la disparition des commerces dans des zones de plus en plus importantes, sur l'effondrement sur la fermeture des commerces, parce que les types, ils n'en peuvent plus, parce qu'ils n'ont pas envie de vivre avec la peur au ventre, parce que s'ils avaient envie de vivre avec la peur au ventre, ils seraient engagés dans l'armée, pas dans le commerce, je veux dire, bon. On ne parle pas du coût que ça représente en matière d'augmentation des assurances. On cache bien toutes ces conséquences-là. On ne parle pas du coût de la dévalorisation du patrimoine fonds de commerce dans des quartiers qui sont, à un moment donné, gangrénés par la délinquance. On ne parle pas de tout ça. Je veux dire, or ça, c'est une réalité que vivent les entreprises, au plus près, que vivent les commerçants, que vivent les artisans, au plus près. Et objectivement, voilà, on prend ça comme si maintenant, c'est les risques du métier. Ben non, c'est pas les risques du métier. Les gens, ils n'ouvrent pas une boutique en se disant qu'ils vont subir 4, 5, 6 braquages. Alors, je vais vous dire, moi, d'abord, il faut obtenir ou imposer une baisse des assurances pour les commerces qui s'équipent de systèmes de sécurité. Exactement comme pour les motards. Les motards, ils achètent les équipements de sécurité, il faut qu'ils aient une baisse d'assurance. Et bien les commerces, ils les équipent, il faut qu'ils aient une baisse d'assurance. Voilà, ça c'est déjà la première chose. Vidéo, surveillance, etc. Enfin bon, tout ce qui est nécessaire, la grille de sécurité. Voilà. Parce que là aussi, l'augmentation spectaculaire des assurances pour les commerçants, c'est un vrai problème pour le fonctionnement de l'entreprise. Deuxièmement, on ne va pas se raconter d'histoire. Hein. Il y a 5000 leaders de délinquance. Il y en a 5000 sur le territoire national. Ils sont essentiellement sur 26 ou 27 départements. On met en prison ces 5000 leaders de délinquance. Vous aurez la délinquance qui baissera de 60%. Pour une raison simple, c'est que eux et leurs bandes sont responsables de 60% de la délinquance. La délinquance, celle-là, c'est en fait toujours les mêmes. C'est ça ce qu'il faut se dire. Mais comme il y a 100 000 peines de prison qui ne sont pas appliquées, et comme un même délinquant est capable de commettre 10, 15 cambriolages dans la journée, donc vous multipliez ce nombre de cambriolages par le nombre de jours, et vous faites le calcul de combien de vies ce délinquant-là a pourri en l'espace d'un mois. Voilà. Et combien de récidives il a pu commettre parce qu'à un moment donné, on ne l'a pas arrêté. Et puis, il faut mettre en place une mesure qui existe dans d'autres pays. Quand celui-là sort de prison, celui dont je vous parle, là, le leader des délinquances, quand il sort de prison, eh bien, il faut lui interdire le quartier ou la ville dans lequel il a commis ses infractions. Parce que, je vais vous raconter une petite anecdote que m'a raconté d'ailleurs Xavier Hofer. Il me dit un jour, on était dans une petite ville, enfin une ville de 20 000 habitants ou 25 000 habitants, et les policiers viennent le voir en disant, écoutez, hein, on comprend pas. Ça fait un mois, en un mois, la délinquance a baissé de 60%. Et on ne trouve pas d'explication. C'est pas le temps, c'est pas la météo, on sait pas, on ne sait pas, on ne comprend pas, on n'en a pas arrêté dans le mois dernier, donc ça peut pas être quelque chose, on ne comprend pas. Eh bien, ils ont trouvé. Il y a 2 frères qui s'étaient tués en voiture. Voilà. Et les 2 frères étaient les organisateurs
de 60% de la délinquance qui se commettait dans cette ville de 20 000 habitants. Et dans bien des endroits, c'est ainsi. Voilà. Alors, il faut à tout prix maintenant mener la guerre, non pas contre la délinquance, parce que la guerre contre la délinquance, c'est la guerre contre la statistique. Moi, je me moque de la guerre contre la statistique. Moi, ce que je veux, c'est mener la guerre contre les délinquants maintenant. Voilà. Parce que derrière des délinquants, il y a des délits, et derrière les délits, il y a des victimes. Or ça, on a quand même tendance à l'oublier. Et croyez-moi que quand on aura mis hors d'état de nuire, je veux dire, cette délinquance-là, eh bien, les commerçants, qui sont évidemment les principales victimes, pourront respirer à nouveau. Et puis, on retrouvera du lien social aussi. Parce que je suis désolé, mais il n'y a pas loin, ou bientôt, il va falloir appuyer sur le bouton, comme à la banque, pour aller à la boulangerie, quoi. Genre, vous attendrez pour savoir si vous avez le droit d'entrer dans la boulangerie. Ou il y aura un sas, comme dans les banques. Je veux dire, moi, c'est pas ce monde-là dans lequel j'ai envie de vivre. Voilà, c'est pas ces relations-là que j'ai envie d'avoir. Or, toutes nos relations sont... Nous vivons tous, nous sommes tous, en fait, les uns et les autres, victimes de ces délinquants. Et pourtant, l'État les traite avec une considération qu'il n'accorde pas aux victimes. Pourtant, plutôt que d'aller dans le sens de la fermeté, parce qu'on sait que ça marche. Ah, il y en a à qui on accorde, on met à l'égard de qui on met en œuvre la fermeté. Hein. Ça, les automobilistes, là, on vous explique que là, bang, là, quand on tape, ça marche. Hein. Alors là, ils les mettent, les ceintures. Hein, et puis, alors si ça marche avec les automobilistes, ça doit bien marcher avec les autres aussi. La répression. Eh bien, essayons plutôt la répression sur les autres, plutôt que toujours systématiquement sur les automobilistes. Et vous verrez que ça fonctionnera aussi bien. Mais encore une fois, il faut le vouloir. Et là, plutôt que d'aller dans ce sens-là, on va dans le sens de l'aggravation de la loi de Rachida Dati. La loi Dati-Sarkozy, qui va passer de 2 ans, de moins de 2 ans à moins de 5 ans. Ben oui, parce qu'on adapte le nombre de délinquants au nombre de places de prison, au lieu d'adapter le nombre de places de prison au nombre de délinquants, vous comprenez? Donc partant de ce principe-là, comme le nombre de places de prison n'a quasiment jamais changé depuis maintenant 25 ans, alors que la criminalité et la délinquance ont explosé, bien par définition, il faut bien remettre dehors des délinquants. Eh bien, si on les met dehors, dans l'immense majorité des cas, ils recommencent et ils deviennent des délinquants d'habitude, ce qu'on appelle des délinquants d'habitude. Les 5000 qui pourrissent la vie d'un maximum de Français chaque semaine. Et puis parallèlement, il faut maintenant maîtriser les frontières. Parce que M. Valls, qui est pourtant si intelligent, eh bien, il fait mine de s'apercevoir que, ah bon, quand on ouvre les frontières, il y a aussi des réseaux criminels qui passent. Ah, moi je croyais qu'ils s'arrêtaient à la frontière, les réseaux criminels. Bien sûr que non. Et nous subissons aujourd'hui en France des véritables razzias. Voilà, des razzias. C'est-à-dire qu'on arrive, on effectue la razzia et on repart. Voilà. Donc, il faudra maîtriser les frontières. Il faudra obtenir aussi, parce que c'est normal, le renvoi dans leur pays des étrangers qui commettent des délits dans notre pays. Parce que moi je suis désolé, mais l'hospitalité, tout ce que vous voulez, mais quand vous venez dans un pays, c'est pas pour venir voler les gens, quoi. Ou alors vous retournez dans le vôtre. Mais là encore, c'est Nicolas Sarkozy qui a aussi prévu cette peine. Et puis de manière générale, il faut reconstruire un système pénal qui tienne la route, hein, et qui donne enfin des résultats. Je vais quand même terminer là-dessus, parce que moi j'en ai honnêtement ras la casquette d'entendre les ministres de l'Intérieur se succéder en nous expliquant en gros que la délinquance est une fatalité, qu'on ne peut rien faire contre ça, et que c'est quand même hyper bien parce qu'on a obtenu une baisse de la hausse. Alors c'est ça. C'est-à-dire que ça monte comme ça, mais là, ça fait un peu comme ça, au lieu de comme ça. On a obtenu une baisse de la hausse, regardez comme c'est extraordinaire. Bon, moi, je ne supporte plus ça. Dans tous les pays de l'OCDE, la délinquance et la criminalité ont baissé de manière spectaculaire. Voilà. Ça, c'est la réalité. À New York, qui était la ville la plus criminogène, la ville moderne, la plus criminogène, la délinquance et la criminalité, elle a baissé de manière exponentielle. C'est donc possible. Encore faut-il avoir des policiers, que les policiers ne soient pas sur des bicyclettes avec des pneus crevés, qu'ils ne soient pas obligés de taper sur le Minitel. Non, mais parce qu'il y a aussi un problème de moyens qu'on donne. Il faut qu'ils arrêtent d'être désarmés moralement, c'est-à-dire considérés comme des voyous quand on traite les voyous avec la déférence qu'on devrait avoir à l'égard des policiers.
Parce que tout ça, c'est un problème d'inversion des valeurs. On vit dans un pays dans lequel l'inversion des valeurs est totale. Voilà. Donc remettons l'église au milieu du village, comme on dit, redonnons les moyens matériels, moraux aux policiers de faire leur métier, permettons aux magistrats de condamner à de la prison sans se ridiculiser en croisant à la boulangerie le type qui l'a condamné à de la prison le lendemain, parce qu'à un moment donné, les magistrats, ils n'ont pas envie de se ridiculiser, ils ne condamnent pas à de la prison, parce qu'ils savent que les types ne feront pas de prison. Voilà, donc on effondre aussi l'échelle des peines, et puis construisons des places de prison, car c'est beaucoup plus simple que ce qu'on nous explique. Plutôt que de vendre des casernes, des hôpitaux pour se faire de l'argent en vendant les biens publics, et bien on peut parfaitement là faire des centres semi-fermés, des centres semi-ouverts, des centres ouverts où on met les moins dangereux des délinquants pour libérer des places pour ceux qui nous pourrissent l'existence. Voilà, mais tout ça, ça nécessite effectivement un sacré tour de vis, quoi, et la mise en place de la tolérance zéro. Alors les commerçants pourront commencer à respirer et n'auront pas la trouille, la peur au ventre en arrivant le matin dans leur entreprise ou dans leur magasin, parce qu'il y a aussi des problèmes dans les entreprises, hein, les vols, les agriculteurs qui se font voler leurs tracteurs, voler leur récolte. Voilà, maintenant il n'y a plus une personne, je veux dire, qui peut dire moi je suis tranquille, ils vont rien voler. Ils trouveront toujours quelque chose à voler. Voilà, voilà. Maintenant c'est comme ça. C'est comme ça. Parce que voilà, ils fonctionnent en grand nombre, ils ont des bandes qui sont extrêmement nombreuses, et par conséquent, même un petit vol, ça participe, si vous voulez, à l'enrichissement de la mafia criminelle en question. Vous voyez. Donc, et si on ne prend pas ça, alors on sera débordé. Voilà. Alors on sera débordé. Et alors à un moment donné, on sera obligé de constater que les Français finissent par se défendre eux-mêmes parce qu'ils ont le sentiment que l'on ne peut pas faire appel à la police parce qu'elle n'arrive pas en temps voulu, parce qu'ils ne sont pas assez nombreux, parce qu'il y a trop de délits pour pas assez de policiers. Voilà, je veux dire, j'allais dire, c'est aussi simple que ça. C'est aussi clair que ça. Voilà, messieurs. Ben non, c'est moi qui vous remercie. On a été peut-être un petit peu plus long que prévu. Non, je sais pas. Non, on est tout à fait, on a géré merveilleusement. Je suis très heureuse bien entendu de vous rencontrer. Je suis très heureuse de voir aussi que des chefs d'entreprise s'intéressent à ce que des mouvements politiques peuvent proposer pour apporter des aides concrètes aux entreprises. Vous avez évidemment, vous, chef d'entreprise, dans votre généralité, un rôle à jouer, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, un rôle aussi dans le diagnostic qui doit être porté sur la place publique, car le grand problème de notre pays aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de débat sur ces sujets-là. Et d'ailleurs, à chaque fois, moi, que j'ai eu l'occasion quasiment de discuter de politique avec des chefs d'entreprise, à chaque fois, je me retrouvais en face de chefs d'entreprise qui n'ont pas du tout le profil de l'immense majorité des chefs d'entreprise, si vous voulez. Et donc, c'est à vous aussi, chefs d'entreprise, de contribuer par l'intermédiaire de cercles, de pression, à susciter effectivement les vrais débats. Et peut-être à pousser aussi les syndicats à parler des vrais sujets. Parce que bien souvent, ils sont les derniers à parler du sujet en question, quoi, ainsi que les fédérations professionnelles, qui doivent aussi jouer leur rôle. Et jouer leur rôle en faisant remonter les préoccupations qui sont celles des différentes branches. Bon. Et ça, là-dessus, c'est vrai qu'il y a un souci assez lourd. Mais sachez qu'en ce qui me concerne, moi je suis entouré de chefs d'entreprise qui travaillent sur l'ensemble de ces sujets. Je pense d'ailleurs que dans les gouvernements, s'il y avait un peu plus de chefs d'entreprise de vrais, pas des types qui sont passés des grandes écoles à la grande banque, de la grande banque à la grande entreprise, de la grande entreprise au ministère, eh bien probablement l'image changerait. Mais pour ça, il faut commencer par détacher la classe politique française au couteau à huître, voyez, de la collusion avec les grandes entreprises et la grande finance. Car sinon, toute la politique consistera encore et toujours à améliorer la situation des grandes entreprises, des banques, de la grande finance, et à délaisser ou à mépriser les préoccupations qui sont celles
des entreprises qui créent de l'emploi dans notre pays ou qui aimeraient bien en créer si la situation s'améliorait. Voilà, messieurs, merci à vous cinq de votre invitation et j'espère qu'on aura l'occasion de continuer cette conversation peut-être plus longuement et de manière plus approfondie encore. Merci.